d'ici immédiatement. Vous n'avez rien à faire ici. Madame, j'ai la clé et le code. Je dépose ce colis au 4B. C'est un mensonge. Je ne vous laisserai pas passer. Prochigeant. Les gens comme vous ne possèdent pas de clé ici. C'est un vol. Vol. Allô la police, c'est le 17. J'ai une intrusion au 42. Un homme noir très agressif. Dépêchez-vous. C'est ça, allez-y, appelez-les. Marc-Antoine Traoré, 38 ans, est le fondateur et PDG de Solutia Tech, une entreprise de cybersécurité dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 15 millions d'euros. Résidant principalement dans une villa à Saint-Cloud, il est le propriétaire effectif de l'immeuble situé dans le 16e arrondissement de Paris via une société civile immobilière, SCI, depuis exactement 92 jours. Au moment de l'incident, il portait un ensemble décontracté de haute couture, sans logo apparent, et effectuait une tâche banale. Apporter un prototype de serveur sécurisé à son propre appartement de fonction. Solange Mercier, 62 ans, occupe le poste de gardienne concierge de cet immeuble depuis 15 ans. Avec un salaire de 1 850 € net et un logement de fonction inclus, elle est perçue par les résidents historiques comme la quote 00. Cependant, son dossier administratif, consulté plus tard par les autorités, révèle 3 plaintes pour comportement discriminatoire et harcèlement envers des prestataires de services issus de minorités, déposées entre 2018 et 2022. Toutes avaient été classées sans suite par l'ancien syndic, faute de preuves vidéo. Selon vous, le fait que Marc-Antoine Traoré possède les clés et le code d'accès aurait-il dû suffire à interrompre l'intervention de la gardienne, ou sa réaction est-elle légalement justifiable par son rôle de sécurité? Développez votre raisonnement juridique dans les commentaires. L'incident se déroule au 42 avenue Foch, l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale française. Le quartier est une enclave de l'architecture haussmannienne, où le silence est seulement rompu par le passage occasionnel de véhicules de luxe. Ici, la gentrification n'est pas un processus en cours, mais un état de fait solidifié par des décennies de sélection économique. L'air sent le bois ciré, le laiton poli, et, en ce mardi après-midi d'octobre, une humidité persistante après une pluie fine. La lumière du jour décline, créant des ombres allongées sur le trottoir de granit, accentuant le contraste entre la pénombre du hall et la clarté de la rue. Psychologiquement, Marc-Antoine Traoré agit avec la certitude tranquille de celui qui possède les lieux. Son droit d'accès est absolu, tant sur le plan contractuel que moral. Pour lui, Solange Mercier est une employée dont il finance indirectement le salaire. À l'inverse, Solange Mercier opère sous un biais cognitif de territorialité défensive. Elle perçoit Marc-Antoine non pas comme un résident, mais comme une anomalie statistique dans son environnement contrôlé. Pour elle, la présence d'un homme noir avec un colis dans un immeuble de ce standing ne peut signifier qu'une intrusion ou une usurpation. Elle s'appuie sur un incident de 2019 où un livreur aurait prétendument endommagé une moulure, événement qu'elle utilise systématiquement pour justifier sa méfiance envers les éléments extérieurs. 15h22 4, l'audio de la caméra de surveillance enregistre le signal sonore de l'appel de Solange Mercier au service de police. Oui, j'ai une intrusion en cours au 42. Un homme noir, très agressif, il a volé les clés d'un résident et tente de s'introduire dans l'appartement du 4e. La caméra montre pourtant Marc-Antoine immobile, consultant sa montre. L'affirmation de Solange concernant l'agressivité est une distorsion factuelle que les analystes en langage corporel identifieront plus tard comme une tentative de priorisation de l'appel par la police. 15h22 15 secondes. Cote 4. Marc-Antoine parle sans gesticuler. Ses mains sont visibles et vides, à l'exception du colis. Il n'élève pas la voix. Une technique de désescalade courante chez les cadres de haut niveau, habitués aux négociations de crise. 15h22 20. Cote 5. Hurle-t-elle dans le combiné. La respiration de Solange est saccadée, audible sur l'enregistrement. Sa réponse physiologique n'est pas celle d'une personne en danger, mais celle d'une personne perdant le contrôle d'une situation de pouvoir. 15h25 30. Une patrouille de la police nationale arrive sur les lieux. 2 agents descendant du véhicule. L'officier principal, le brigadier-chef Vasseur, s'approche avec la main posée sur son étui de protection de l'arme de service. 15h25 45 secondes. Quote 6. Le brigadier-chef Vasseur utilise un ton de commandement. Il ne demande pas d'explication. Il réagit à la mise en scène visuelle. Une femme d'un certain âge, visiblement bouleversée, et un homme jeune,
dont la présence semble détonner dans ce décor de luxe selon ses propres biais. 15h25, 52 secondes. Quote 7. Marc-Antoine s'exécute lentement pour éviter tout geste brusque. Il dépose le carton. La caméra capture le mouvement de sa main vers sa poche intérieure de veste. Un moment de tension extrême où l'officier Vasseur dégaine partiellement son arme. 15h26, 5. Quote 8. L'officier Vasseur a maintenant son arme pointée vers le sol, en position de prêt. Son collègue se déplace latéralement pour créer un angle de tir si nécessaire. La situation a basculé d'un simple litige de voisinage à une confrontation armée potentiellement létale. 15h26, 12 secondes. Quote 9. Solange Mercier sort du hall, s'abritant derrière l'officier. Son visage montre un rictus que les psychologues légistes interpréteront comme une quote 10. Elle a réussi à transformer son biais personnel en une action étatique coercitive. L'officier Vasseur a-t-il commis une faute professionnelle en pointant son arme vers un homme qui proposait de montrer ses papiers d'identité, ou la sécurité des agents prime-t-elle sur la vérification immédiate des faits? Donnez votre avis sur les protocoles de la police nationale dans les commentaires. 15h28, 40 secondes. Marc-Antoine est maintenu contre le véhicule de police, bien qu'il ne résiste pas. Le brigadier-chef Vasseur saisit le portefeuille de Marc-Antoine et en extrait une carte d'identité française, une carte de membre du Cercle de l'Union interalliée et une carte de visite mentionnant son titre de PDG. 15h29, 15. Le silence s'installe. Vasseur regarde la carte, puis l'homme, puis l'immeuble. Il commence à réaliser la déconnexion entre le récit de la gardienne et la réalité documentaire qu'il tient entre ses mains. « Monsieur Traoré, vous dites être le propriétaire de l'ensemble de l'immeuble ?» Le ton de l'officier a changé. La fréquence de sa voix a baissé de plusieurs octaves. Il n'y a plus d'ordre, mais une amorce d'interrogation. 15h29, 30. Je ne le dis pas, officier, je le suis, et vous venez de pointer une arme sur un citoyen qui coopérait, sur la base des divagations racistes de cet employé que je m'apprêtais à licencier pour d'autres motifs. Marc-Antoine ne bouge pas, même si l'officier a relâché sa pression sur ses épaules. Il reste dans la position où on l'a placé, utilisant cette immobilité comme un outil de preuve de sa soumission forcée. 15h30, 5. Solange Mercier, sentant le vent tourner, tente une dernière manœuvre. « Il a pu fabriquer ces cartes! Regardez sa tête! Il ne peut pas posséder un immeuble ici! C'est impossible !» Ces paroles sont enregistrées par la radio de l'officier, restée ouverte. C'est le H quote 14R. L'utilisation du terme H quote 15 Ike pour justifier l'impossibilité de propriété constitue la preuve juridique du motif discriminatoire. 15h30, 20. Le brigadier-chef Vasseur range son arme. Il évite désormais le regard de Marc-Antoine. Son langage corporel montre un affaissement des épaules, un signe de défaite psychologique. Il sait que chaque seconde de cette interaction est filmée et que son rapport devra justifier l'usage de la force contre un homme dont le statut social et financier dépasse largement le sien. La justice française est souvent critiquée pour sa lenteur. Mais dans les affaires de ce type, la machine administrative est implacable. Dès le lendemain, les avocats de Marc-Antoine Traoré, issus du cabinet le plus onéreux de la place Vendôme, déposent 3 plaintes distinctes. La première vise Solange Mercier pour dénonciation calomnieuse et provocation à la discrimination. La seconde est une procédure d'expulsion d'urgence du logement de fonction pour faute lourde, rendant la cohabitation impossible. La troisième est un recours contre le ministère de l'Intérieur pour usage excessif de la force et contrôle aux faciès. La procédure de licenciement de Solange Mercier dure 6 mois. Elle tente de se défendre en invoquant ses 15 années de service, mais la vidéo de surveillance est accablante. La contradiction entre ses cris au téléphone « il m'attaque » et l'image de Marc-Antoine immobile est indéniable. Le tribunal d'instance rejette ses demandes d'indemnité de licenciement. Plus grave encore, la SCI gérant l'immeuble entame une action au civil pour préjudice d'image. En parallèle, l'IGPN, la quote 21, ouvre une enquête sur le brigadier-chef Vasseur. Bien qu'il ne soit pas révoqué, il reçoit un blâme officiel et est muté dans une unité administrative, perdant ses primes de terrain. Son dossier de promotion est gelé pour les 5 prochaines années. Le volet financier de l'affaire atteint des sommets. Marc-Antoine Traoré ne cherche pas simplement réparation, mais souhaite marquer un précédent. Le litige se solde 2 ans plus tard.
Entre les dommages et intérêts pour atteinte à la réputation, les frais d'avocat engagés par la partie adverse et les pénalités civiles, le coût total pour les différentes parties et les assureurs de la copropriété s'élève à 2,5 millions d'euros. Solange Mercier perd non seulement son emploi, mais ses économies sont saisies pour couvrir une partie des frais de justice. La sanction de 2,5 millions d'euros est-elle proportionnée au préjudice subi, ou la justice devrait-elle se concentrer sur des peines de prison plutôt que sur des compensations financières massives? Exprimez votre désaccord ou votre approbation dans les commentaires. Aujourd'hui, Marc-Antoine Traoré continue de diriger Solutia Tech avec succès. Il a transformé l'ancien logement de la Gardienne en un centre de contrôle de sécurité ultramoderne pour l'immeuble, géré à distance par une société de sécurité privée. Il n'a plus jamais croisé Solange Mercier. Il a déclaré lors d'une rare interview que... Quote 22. Solange Mercier vit désormais dans un petit appartement en location en périphérie de la banlieue parisienne. Son déclin social a été rapide. Sans recommandation et avec un casier judiciaire portant mention d'une condamnation pour discrimination, elle est devenue inemployable dans le secteur de l'immobilier de luxe. Elle passe une partie de son temps sur des forums en ligne, alimentant des théories sur Kiwot 23A, incapable de reconnaître que sa chute est le résultat direct d'une décision prise en moins de 3 secondes dans un hall de l'avenue Foch. Cette affaire reste un cas d'école dans les académies de police et les facultés de droit. Elle illustre la fin de l'ère de la parole contre parole. Dans un monde saturé de capteurs numériques, l'autorité n'est plus une protection contre la vérité. La caméra de surveillance ne possède ni biais, ni préjugés, ni peur. Elle enregistre simplement la réalité, laissant aux tribunaux le soin de quantifier le coût de l'intolérance. L'analyse forensique de ce dossier démontre que la technologie, bien que souvent critiquée pour son intrusion dans la vie privée, est devenue l'outil de nivellement le plus puissant de la justice moderne. Elle transforme les victimes potentielles en observateurs protégés et les agresseurs en sujets d'études cliniques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.